Bienvenue à tous. On va reprendre avec vous. Hubert Fuselier, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Hello My Bot. Oui, tout à fait. Concrètement, c'est une entreprise spécialisée dans les assistants virtuels. Tout à fait. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, les assistants virtuels, ce sont des programmes qui comprennent ce que vous dites ou ce que vous écrivez et qui vont vous répondre de façon automatique. Alors, c'est un peu barbare, hein. On parle de callbot, voicebot, chatbot. C'est ça. Alors, je vais expliquer un peu tout ça. Oui. Donc, ces agents virtuels, ils sont capables de vous répondre aussi bien sur des sites internet via ce qu'on appelle donc les chatbots, qui sont des petites fenêtres qui s'ouvrent en général en bas à droite et qui commencent à venir vous parler, vous savoir si vous avez besoin d'aide. Donc ça peut être soit des humains qui vous répondent, soit des programmes, donc les chatbots. Donc ça, nous en faisons effectivement. Sur les messageries instantanées comme Facebook, les messageries professionnelles comme Teams, nous faisons aussi des chatbots sur ces plateformes-là. Après, nous faisons des voicebots sur les enceintes connectées, donc sur les enceintes Google Home et sur les Alexa. Donc là, c'est de la reconnaissance vocale. C'est de la reconnaissance vocale et c'est pareil, on est capable d'avoir une conversation avec les enceintes grâce à notre plateforme. Mm-hmm. Et nous faisons ça aussi sur les téléphones, donc ce qu'on appelle les callbots, puisqu'en fait, donc, nos agents virtuels sont capables de décrocher un appel, de répondre à l'utilisateur, de lui apporter des réponses, de router l'appel vers la bonne personne éventuellement. Et ils sont capables d'appeler également, et d'appeler massivement, puisqu'en fait, en une journée, on est capable d'appeler 3000 personnes sans souci. C'est indispensable aujourd'hui, quand on est en business, pour améliorer l'expérience client? Oui, parce que les clients sont de plus en plus exigeants sur la rapidité d'exécution et ils veulent des réponses tout de suite. Et même si c'est la nuit. Donc ça, c'est l'avantage de nos bots, évidemment, puisqu'ils travaillent 24/24. Donc on essaie d'apporter autant que possible une réponse. Et si jamais on ne peut pas apporter de réponse, en général, on envoie la conversation vers un agent qui prendra le relais, ou on planifie un rendez-vous pour qu'il puisse contacter le client final pour lui apporter une réponse. Pour développer cette solution, vous faites appel à de l'intelligence artificielle. Bien sûr. OK. Comment ça s'est passé pour développer cette technologie? Qu'est-ce qui fait que vous avez pu développer ces produits-là? Alors, on se base sur des outils qui sont sur le marché, qui existent. On a une plateforme qui utilise différents moteurs de compréhension du langage et donc plusieurs moteurs d'intelligence artificielle. Nous avons développé également notre propre moteur, justement, pour pouvoir répondre à certaines contraintes, puisqu'en fait, la plupart des moteurs sont offerts, entre guillemets, par les GAFA, et que certains de nos clients refusent que leurs données passent par les GAFA. Donc du coup, nous avons développé notre propre moteur sur des technologies open source, et voilà, nos développeurs travaillent sur ce sujet-là. Quel problème on peut se confronter aujourd'hui? À quel problème se confronte cette IA aujourd'hui encore, au niveau de la compréhension peut-être? Alors, sur l'IA, c'est ce qui est compliqué, surtout en français, puisqu'en fait, la langue française est relativement compliquée. Il y a beaucoup de mots qui veulent dire plusieurs choses à la fois. Donc, il faut faire très attention au sens des mots et donc du contexte sur lequel on les utilise. Et ça, l'ordinateur est capable de l'apprendre, ce contexte. Vous lui apprenez? Ouais, on lui apprend à l'utilisation des mots dans certaines phrases, comme par exemple, si on prend le cas de l'avocat, entre le fruit et donc la profession, évidemment, en fonction du contexte et de la phrase, en général, on arrive à identifier. Et aussi parce que nos chatbots sont en général focalisés sur une activité métier. Donc, si on est sur du cadre des primeurs, on va se douter que c'est le fruit. Mais par contre, si on est plutôt sur un accueil de réception, on sera plutôt sur de l'avocat en tant que profession. Donc, on sert du contexte, nous aussi, dans lequel le bot va travailler. Et puis après, du contexte de la phrase pour ne pas faire d'erreur. Donc, vous êtes vraiment capable de modifier cette IA en fonction des demandes de vos clients? Tous nos bots sont spécifiques à chaque client, c'est-à-dire qu'on développe un corpus de compréhension spécifique à chacun de nos clients pour répondre exactement à leurs besoins. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de répondre à l'utilisateur, on est capable, avec nos bots, d'aller interroger les systèmes d'information de nos clients pour aller chercher des informations. Par exemple, sur un site de e-commerce, on va aller chercher où est le colis sur lequel on nous interroge. On va lui dire il est à 3 stations de chez toi, parce qu'on va interroger le système de livraison, par exemple. Et on est également capable d'aller enregistrer des informations de l'utilisateur en RASESI dans le système d'information CRM, par exemple, de nos clients, pour apporter de la valeur. Donc avec un voicebot, Ouais. Hello My Bot, je peux demander où est mon colis? Exactement. Il va aller automatiquement chercher l'information et me dire dans 2-3 jours, il sera dans un point de livraison précis. Tout à fait. Si on a prévu le cas d'usage avec nos clients, et c'est quelque chose qu'ils veulent traiter avec le bot, oui, on sera capable de le faire.
Quels sont les avantages aujourd'hui pour une entreprise d'avoir vraiment recours à cette technologie? En fait, notre objectif n'est évidemment pas d'éliminer des ressources dans les entreprises, mais plutôt de leur libérer du temps de qualité, puisqu'en fait, nos bots vont répondre à des questions basiques sur lesquelles ils sont très souvent sollicités et qui n'ont pas réellement de valeur. Des questions sur les horaires, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais des questions souvent très basiques et sur lesquelles ça les interrompt tout le temps au cours de la journée et finalement c'est très inefficace. Ce qui nous permet, nous, si le bot répond, de leur libérer du temps pour faire des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Ça améliore l'acquisition de leads, la rétention du client, le temps que peut-être un opérateur soit disponible? Oui, par exemple, ça peut servir à ça, tout à fait. En fait, nos bots sont utilisés sur différents sujets. On est même capable de faire, tout à l'heure on parlait des callbots d'appel, on est capable de faire des campagnes d'appels sortants massives pour prospecter des nouveaux clients. À partir du moment où on a un fichier de numéros, on va les appeler un par un, ou même 100 par 100, on va dire. Contrairement à un humain qui va les prendre un par un. Et c'est un service d'avenir parce qu'on voit de plus en plus ces petits assistants virtuels là, qui surgissent sur nos écrans. De plus en plus d'entreprises font appel à ce service-là, ce type de service-là. Ça progresse à quelle vitesse? Ça progresse assez fort sur les chatbots, effectivement, puisque les usages sont de plus en plus adoptés par les usagers. Parce qu'au début, c'était quand même un peu irritant d'avoir ces petites choses qui surgissaient, etc. Aujourd'hui, c'est accepté? C'est accepté s'ils sont bien faits. Alors c'est un peu le problème, c'est qu'il y a eu un peu de tout sur le marché, donc c'est très important que ça soit bien fait. Alors nous, on évite un maximum ce qu'on appelle les frictions, c'est-à-dire qu'on n'estime pas que le bot va savoir répondre à tout, et on ne le prétend pas. Il va répondre aux questions sur lesquelles on l'a entraîné, et on l'entraîne en permanence, parce que sinon il ne progresse pas. Et on va très rapidement l'envoyer vers un agent si jamais c'est mal compris. Le but étant d'éviter justement la friction et que l'utilisateur soit agacé justement par un bot qui lui pose 3 fois la même question. Quelles sont les limites aujourd'hui de cette technologie? Les limites, il y en a évidemment. En fait, ça demande beaucoup de travail. Les limites, elles sont juste de bien définir le cas d'usage qu'on veut répondre et de bien entraîner le bot. Après, on peut aller très très loin sur ces différents sujets. Quels sont les types d'entreprises qui adoptent ce système? Alors c'est très vaste. Nous, on travaille aussi bien avec des administrations, notamment sur la partie téléphonie, sur l'accueil de réception, la Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan. On travaille aussi avec de grandes marques pour faire du support client par téléphone ou par chatbot. On travaille avec Wonderbox, par exemple. On travaille avec Pierre et Vacances. On a travaillé avec Accor, avec de la réception téléphonique à la réception. Donc c'est très varié. On travaille aussi avec des startups, avec des objets connectés, avec on travaille avec l'Indépendant ici, le journal de presse quotidienne, sur lequel on est disponible grâce à nous sur les enceintes connectées, Google Assistant et Alexa. Donc c'est vraiment très très varié. Les cas d'usage sont très nombreux et nous, on sait en adresser beaucoup. Elle a quel âge, cette société? 2 ans. Hello My Bot. Il y a 2 ans. Le projet il y a 2 Hello ans, My Bot vous a avez 2 dit, je sens que les petits bots, ça va être l'avenir. En fait, on a démarré à travailler sur les enceintes connectées avant même qu'elles arrivent en France. Ce qui nous a fait d'ailleurs travailler sur une des premières de France, celle de Accor, justement, puisqu'en fait, on avait été identifié comme étant une des seules ressources connaissant les enceintes connectées, puisqu'on les avait commandées aux États-Unis. On avait déjà commencé à travailler avant qu'elles arrivent en France. Donc oui, ça fait... Vous avez carrément anticipé. On a anticipé, ouais. Et à l'avenir, les perspectives d'évolution et de vos développements? Oui, alors... On est parti sur une plateforme qui est très, très large et très omnicanale, donc qui sait gérer beaucoup de canaux. Ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur la partie chatbot. Il y en a beaucoup moins sur la voix, et c'est quelque chose qui nous motive depuis le début, la voix, notamment sur les enceintes connectées, mais surtout aussi sur le téléphone, où il y a beaucoup de cas d'usage sur lesquels on peut apporter de la valeur. Et un ROI assez immédiat, en fait, beaucoup plus que sur un chatbot où c'est plus difficile d'évaluer le ROI pour les sociétés clients. Le retour sur investissement? Oui, pardon, le retour sur investissement. Tout à fait. Qu'en est-il du consommateur? Vous avez un petit peu analysé leur interaction, leur réaction en utilisant ces bots, chatbox ou Alors ça dépend des personnes et ça dépend des cibles. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si le chatbot, si le bot se répond correctement à la question demandée, les usagers, ils sont ravis, en fait, puisqu'en fait, on leur apporte une réponse immédiate qu'on n'est pas toujours capable de leur apporter si c'est un humain qui répond. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, quand il commence à partir dans des incompréhensions et effectivement
des, un peu des- frustré. c'est un peu frustrant. Et effectivement, au téléphone, des fois, on s'amuse à lire un peu, à écouter les conversations, et des fois, c'est un petit peu rigolo. Oui, Cocasse, même parfois. oui. Vous faites un bêtisier un peu de tous les... Non, on n'a pas bêtisé, mais des fois, on se les écoute ensemble. réponses un et peu, voilà. Mais des fois, il y a certains esprits qui s'échauffent, oui. Quelques insultes qui fusent. On est en train donc de s'énerver face à un robot. Hein. Ouais, tout à fait. C'est bien Mais ça. à l'inverse, il y a des gens qui s'excusent aussi aux robots parce qu'ils n'ont pas le temps de répondre aux questions. Donc, Et comme comment quoi, le robot réagit quand on s'énerve? Vous avez, je suppose, des protocoles? on a effectivement ce qu'on appelle dans le jargon les small talk, donc des réponses adaptées dans des situations qui sont extérieures au cas d'usage particulier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un utilisateur, quand il est face à un bot, ce qu'il a envie, c'est de le piéger. Je suis sûr que vous avez déjà essayé de piéger Siri ou Google Assistant. Hein? Moi, c'est surtout eux qui me piègent. Je sais pas comment je parle. Il y a des aussi, tonnes mais d'appareils qui se mettent en marche. on a l'impression qu'il y a un rapport de force et qu'en fait, quand on est Oui. face à un bot, on a envie de le piéger, savoir Exactement. jusqu'où va l'intelligence artificielle. Donc évidemment, vous allez très vite piéger le bot parce que forcément, vous serez toujours plus efficace qu'un bot. Et j'ai perdu le sens de la question. je me suis perdu dans l'explication. Mais jusqu'à quand, justement, on pourra piéger les bots? Parce qu'au bout d'un moment, ça va s'inverser quand même. Ça évolue très, très vite. Oui. Quand est-ce qu'on pourra ne plus les piéger? Je pense qu'on a encore de belles années devant nous, parce qu'en fait, la difficulté du bot, c'est des bots et de l'intelligence artificielle en particulier, c'est qu'elle est très pertinente sur des sujets très très pointus et très spécifiques. Dès qu'on élargit un peu le périmètre, elle ne sait plus faire. Elle ne tiendrait pas une conversation. Exactement. Une conversation est trop complexe encore pour avoir... Une IA ne sait que répondre aux questions auxquelles on l'a entraînée. On a encore de beaux jours devant nous, donc. Ouais. Bon, bah... Tant mieux. Est-ce que cette technologie pourrait, par exemple, être utilisée dans des robots? On les voit, hein, ces petits robots maintenant qui commencent à arriver et qui vont proposer un service physique Oui. à certains clients. Oui, tout à fait. Alors, c'est les mêmes types de technologies qui sont pour le coup embarquées, puisque nous, elles sont sur des serveurs pour répondre sur Internet. Là, pour le coup, elles devraient être embarquées. Donc oui, c'est le même type de technologie, effectivement. Et elles sont utilisées de la même façon. On a encore du Mais là temps aussi, devant nous pour que ces petits robots soient complètement autonomes. oui, complètement. Et puis en plus, sur les objets physiques, ça rapporte. Enfin, il y a une donnée complémentaire, c'est qu'on maîtrise moins l'environnement dans lequel on communique avec le bot. Les robots font du bruit, peuvent être dans des environnements publics. Et du coup, la captation du son peut être altérée par ces environnements. Et du coup, la compréhension moins bonne. Et du coup, les réponses, évidemment, moins bonnes. Alors, vous avez aussi utilisé votre produit pour réduire les violences en milieu scolaire. Oui, tout à fait. Expliquez-nous. On travaille avec une ONG qui s'appelle Campus des médiateurs, pour lequel on travaille sur un agent virtuel qui va aller essayer de capter les émotions des élèves, des enfants, pour savoir et pour détecter les signaux faibles de potentielle violence à venir ou en cours. Et d'alerter du coup les éducateurs ou les professeurs, voire les parents, quand cela se produit. En fait, on part du principe qu'un enfant va avoir plus de facilité, entre guillemets, à se confier à un agent virtuel, puisqu'il n'y aura pas de filtre, il n'y aura pas de jugement, il ne va pas se sentir honteux. Et en plus, potentiellement, c'est sur un clavier où il va faire ça dans son coin. Et du coup, il va avoir beaucoup moins de filtres et potentiellement, il va pouvoir se confier plus facilement. Et du coup, comment ça se passe Alors, on est en train d'être... En fait, ce projet est assez récent. Hein. On a été l'exposer à Genève récemment, auprès de l'ONU. Et on travaille avec cette ONG pour définir comment on va capter cette émotion, ces émotions. Et ça va se passer par une série de questions. Donc, comment tu vas aujourd'hui? On va lui proposer une certaine liste d'émotions. Et on va lui demander pourquoi tu te sens triste ou pourquoi tu te sens énervé, pour essayer de désengorger tout de suite ces frustrations ou ces colères, pour éviter justement d'avoir des climats un peu tendus dans les milieux scolaires. De quelle façon ça sera accessible? Ça sera accessible de différentes façons. Alors évidemment sur des sites internet, et surtout sur leur mobile pour les enfants les plus âgés. Et on est en train d'étudier avec eux la possibilité d'avoir ça sur un objet physique. En fait, en l'occurrence, c'est une statue en bois qu'ils sont en train de développer au sein de l'ONG, et on va essayer de s'intégrer dedans pour que l'enfant puisse venir parler à une statue qui est en forme d'enfant, en fait. Et on va essayer de s'intégrer dedans pour pouvoir communiquer avec l'enfant et lui dire ses malheurs. Vous visez une certaine fourchette d'âge? Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est assez large.
puisque ça va même du limite de la maternelle jusqu'au collège et lycée, donc c'est assez large. Et les premières expérimentations auront lieu quand? On va dire d'ici 2-3 mois. D'accord. Voilà, donc ça va aller assez vite. Alors ça sera surtout sur de l'écrit au départ, donc plutôt sur des collégiens, lycéens. Et après, on va être Ce sera expérimenté ici en France ou... Oui, sur la région de Montpellier et Nîmes, où il y a un établissement qui s'est porté volontaire pour effectuer les premiers tests. Merci beaucoup Hubert Fisselier, Hello My Bot, d'être venu sur le plateau nous parler de l'avenir tout simplement. Vous êtes basé où? On est basé à Perpignan essentiellement et aussi à Barcelone et Paris. D'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.